La première, 20h, 21h le week-end, en quête de sens. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour aborder avec vous un acronyme, EVRAS, Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela représente et propose aujourd'hui? Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. L'émergence de l'éducation sexuelle à l'école est intimement liée à l'histoire des centres de planning familial en Belgique. Quelle est leur histoire? Quels sont leurs rôles et leurs missions? Les interactions avec les différents acteurs? Les difficultés et les opportunités en 2018? Comment garantir à chacun, chacune les conditions de l'exercice de sa liberté sexuelle? Quelles pistes concrètes et recommandations portées à la veille des élections communales, régionales, communautaires? Voici les questions autour desquelles vous invite à débattre le Centre d'action laïque et sa régionale namuroise le vendredi 5 octobre lors des états généraux du planning familial et de l'éducation sexuelle. Une matinée donc de conférences débat et une après-midi organisée en forum ouvert. Pour en parler ce soir avec nous autour de cette table, j'ai l'immense plaisir d'inviter Violaine Declercq. Bonsoir Violaine. Bonsoir. Vous êtes animatrice EVRAS à Aimé, à l'ULB. Aimé fut fondé en 68 par Marc Abramovitch, psychologue. Ce planning s'insérait clairement dans un projet sociopolitique concernant la sexualité. Vous allez nous expliquer de quoi il retourne et ce que vous y faites. À côté de vous, il y a David Paternotte. Bonsoir David. Bonsoir. Vous êtes chargé de cours à l'Université libre de Bruxelles. Vous co-dirigez l'atelier genre et sexualité et Strige. Vous présidez aussi le comité de gestion du master de spécialisation interuniversitaire en études de genre de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vos travaux portent sur genre, sexualité et mouvements sociaux avec un intérêt particulier pour les mobilisations transnationales et plus récemment les mouvements anti-genre. Voilà pour le petit portrait de David. Et enfin avec nous, Johanna de Villers. Bonsoir Johanna. Bonsoir Catherine. Docteur en sociologie et déléguée au Centre d'études et stratégies du Centre d'action laïque et grande organisatrice de la journée du 5 qui verra donc les états généraux du planning familial. Alors Johanna, justement, on va reprendre peut-être une petite définition avec vous. L'EVRAS, c'est quoi? L'EVRAS, c'est tout ce qui tourne autour de l'éducation sexuelle. Alors, en Belgique, on invente toujours des acronymes et effectivement pour parler de choses assez simples. Donc, quand on parle d'EVRAS, on parle d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et donc, en gros, ça concerne toute l'éducation sexuelle qu'on mène auprès des jeunes, principalement au sein des écoles ou au sein des plannings familiaux. Voilà. Et donc, pour la petite histoire, généralement, on parle d'EVAS, d'éducation à la vie affective et sexuelle. Quand on a négocié en 2012 l'inscription de l'éducation sexuelle à l'école, une exigence du parti social-chrétien, enfin du CDH, les humanistes aujourd'hui, a été d'insérer ce R en plus et de mettre du relationnel à côté du sexuel, parce que le sexe ne va pas sans relation, évidemment. C'est un fait certain. Mais c'est aussi une thématique et un combat laïque depuis longtemps. Tout à fait. La question de l'autonomie de la personne, de la liberté de disposer de son corps est évidemment au cœur des engagements laïques depuis des décennies en Belgique. Et donc, on peut dire que le mouvement laïque et la laïcité organisée est engagé depuis les années 60 au moins dans la création des premiers plannings familiaux et dans l'implémentation et le plaidoyer en tout cas pour la généralisation de l'éducation sexuelle à l'école et auprès des jeunes. Alors le 5 octobre prochain, donc, vous organisez les états généraux. On voit que c'est intimement lié puisque ce sont les états généraux du planning et de l'EVRAS. Alors pourquoi est-ce que ces deux entités sont si intimement liées ? Alors d'abord parce que l'éducation sexuelle est au cœur des missions du planning familial et pas uniquement le planning familial. Il y a évidemment d'autres institutions, d'autres associations, d'autres structures qui s'occupent d'éducation sexuelle, mais le planning familial occupe un champ particulier, une place particulière dans cette éducation sexuelle parce que c'est un acteur extrascolaire et donc il y a des acteurs qui
qui font de l'éducation sexuelle dans l'école, les PMS, donc les centres de psychomédico-sociaux, les PSE, donc promotion santé école, les équipes éducatives, mais le planning familial est une structure extérieure qui est un opérateur d'éducation sexuelle et qui est caractérisé quand même par un engagement et une histoire spécifique. Et notamment en matière de sexualité. Et donc c'est un acteur incontournable et pour nous très intéressant de l'éducation sexuelle. Alors David Paternotte, vous ferez également partie de cette journée du 5 octobre. D'un point de vue plus historique, plus sociologique, sociopolitique même, est-ce qu'on peut dire que la citoyenneté sexuelle a toujours été historiquement liée à l'émancipation ? La citoyenneté sexuelle, ce sont les droits, aussi les devoirs dans le domaine de la sexualité, donc la relation entre les citoyens et l'État en ce qui concerne la sexualité. Donc l'émancipation est plutôt venue contre une certaine idée d'une régulation étatique et religieuse et scientifique, notamment la médecine ou la psychiatrie, de la sexualité. Et aussi, donc l'idéal d'émancipation est venu souvent de la société civile, portée par différents mouvements féministes, mouvements homosexuels, contre un certain nombre de régulations. Et il y a deux idées importantes dans cette idée de citoyenneté sexuelle. D'une part, c'est une idée d'égalité. Donc, est-ce que les différents citoyens, est-ce que les individus ont un accès similaire, peuvent profiter des mêmes choses en termes de sexualité ? Exemple très concret, par exemple, est-ce que la libération sexuelle a été la libération sexuelle de tout le monde ou surtout la libération sexuelle des hommes, qui est une question qui n'est toujours pas tranchée aujourd'hui. Autre point important, c'est une question de liberté et d'autonomie, d'autodétermination. Est-ce que les personnes peuvent décider pour elles-mêmes ce qu'elles font dans le domaine de la sexualité, peuvent déterminer pour elles-mêmes ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui leur plaît, ce qui ne leur plaît pas ? Est-ce qu'il y a une évolution positive, justement, en la matière ? Est-ce que mai 68 est un héritage pour nous, vous parliez de libération sexuelle. Qu'est-ce qu'on peut en retirer de mai 68 ? Est-ce qu'il y a une belle évolution ou pas ? Il y a des choses qui sont possibles aujourd'hui qui n'étaient pas avant. Donc ça, c'est important. Il faut faire attention parce qu'on a aujourd'hui un certain nombre de discours révisionnistes qui ont tendance à faire une croix sur tout ce qui a pu changer au cours des dernières décennies. Ceci dit, il faut faire attention. Donc il y a un certain nombre de regards critiques à porter sur mai 68, notamment, et sur ce qui s'est passé après. Par exemple, au niveau de la libération sexuelle des femmes. Il y a un certain nombre de critiques féministes qui disent que ça a été surtout la libération du désir des hommes, notamment la manière dont le désir était pensé, organisé, etc. Donc ça, c'est un point qui est en discussion et qui est étonnant, fondamental. parce que pour le grand public, je suis persuadée que quand on parle de liberté sexuelle de mai 68, c'est plutôt pour la femme, la pilule, les préservatifs et tout ce qui s'ensuit. Or, pas du tout alors. Mais par exemple, la pilule, qui doit s'assurer de contrôler la contraception et la pilule, ce sont les femmes. C'est-à-dire les hommes ne s'en préoccupent pas beaucoup, donc celles qui portent la responsabilité de se protéger ou pas et d'éviter des grossesses, ça reste les femmes par exemple. Donc ça, c'est un des débats qui est en discussion versus la contraception masculine qui a été sous-étudiée, sous-financée, sous-développée par rapport à la contraception féminine. Donc ça, c'est un exemple très concret de ce qui a pu changer ou pas. Après, il y a un autre élément important. Les gens ont l'impression qu'aujourd'hui tout est permis en termes de sexualité. C'est tout à fait faux. De nombreux juristes ont montré qu'en fait, il y a beaucoup plus de régulation et de prohibition dans le domaine de la sexualité aujourd'hui qu'hier. Aussi pour beaucoup de bonnes choses, c'est-à-dire c'est l'interdiction du viol par exemple, c'est l'interdiction de comportements non désirés, mais ce n'est pas parce qu'il y a une libération sexuelle que l'État n'est plus présent dans l'organisation de la sexualité. Au contraire, il est toujours présent, voire plus présent qu'il ne l'était jadis, mais avec d'autres normes. Et ce qui est important, c'est de comprendre la sexualité sera toujours organisée par l'État, la société, c'est pas un domaine qui est hors de la vie sociale, c'est dans la vie sociale. Ce qui a changé en partie, c'est les normes qui régissent l'organisation de cette sexualité. De permettre aux gens de faire un certain nombre d'autres choses et surtout de permettre aux gens d'être acteurs, actrices, de décider de ce que les personnes décident de faire avec leur corps, avec leur vie, leurs désirs. Concrètement, qu'est-ce qui a reculé pour vous ? Qu'est-ce que l'État interdit plus qu'avant ? En tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'il y a plus de contrôle, par exemple, sur ce qu'on peut faire ou pas. Mais par exemple, on sent qu'il y a encore des résistances importantes. Exemple, quand il y a quelques années, il y a eu tout le débat sur l'âge de consentement sexuel. Mais là, il y a eu une levée de bouclier très importante quand certaines organisations, notamment flamandes, avaient proposé de diminuer légèrement l'âge de consentement pour qu'il soit plus en rapport avec l'âge moyen du premier rapport sexuel. On a vu une levée de bouclier. Donc ça fait partie, ça montre en tout cas le genre de débat où, encore aujourd'hui, ça secoue beaucoup de gens, ça chatouille beaucoup de gens.
Et par exemple, dans tout ce qui est le domaine de la jeunesse, de l'adolescence, on a par exemple toute la peur de l'hypersexualisation, l'idée qu'il faudrait protéger les jeunes filles, qu'elles seraient surexposées. Bon, les historiennes diront, il y a 100 ans, on disait exactement la même chose. Donc c'est pas une réalité historique. Mais par contre, on sent que ça réveille énormément de craintes. Et donc le législateur suit ces craintes. On parlait d'Evras, de rajouter le R de relationnel. C'est aussi une peur de la sexualité. Une peur d'Internet aussi. On Tout à parle fait. beaucoup qu'Internet véhicule pas mal de choses. Violaine Declercq, vous êtes vraiment sur le terrain, vous Oui. aussi. Qu'est-ce que vous voyez comme évolution dans les mœurs, dans les familles, chez les jeunes, en 20 ans, en 10 ans, en 30 ans? Bon, moi, ça fait 40 ans que je fais 40, des ouh là là, émissions. dis donc, je n'osais le dire. Voilà. En 40 ans, alors, qu'est-ce qui a évolué pour J'approche, vous? c'est la fin de carrière, donc effectivement, j'annonce d'ailleurs aux élèves quand je viens dans une classe, je leur dis que je suis grand-mère et que donc j'ai vu toute une série de générations de Ils leur peuvent âge, tout dire. que ça m'intéresse beaucoup de savoir comment eux se débrouillent de nos jours avec la rencontre avec la sexualité, avec l'autre sexe, le démarrage dans la vie sexuelle, ça m'intéresse beaucoup. Et que je vois en même temps qu'il y a des données permanentes et qui restent malgré des grands changements à toutes sortes de niveaux. Eh ben, racontez-nous, qu'est-ce qui Alors demeure et certainement, qu'est-ce qui évolue? ce qui demeure, je vais commencer par celui-là, ce qui va rassurer beaucoup de parents d'ailleurs qui croient que ces jeunes sont tous pornocentrés. Eh bien, la plupart des jeunes espèrent un jour rencontrer un grand amour et vivre le bonheur relationnel, sexuel. Effectivement, plutôt le idéalistes. R qu'on a ajouté nous fait sourire parce que pour nous, dans la sexualité, la vie amoureuse, c'est un tout, bien que de nos jours, c'est une grande différence. Alors, tous les jeunes savent qu'on peut faire du sexe sans amour dans le sens parental du terme, certainement, et c'est une évidence. Donc, avoir un discours comme quoi le sexe est nécessairement lié à de l'affection, donc l'histoire, comment est-ce qu'on fait l'amour, c'est un homme, une femme... Ça, un papa et une maman le discours qui se révolu, ça. Alors, il continue à se dire, mais effectivement, voilà, s'il se dit comme ça, on passe au-dessus, évidemment, d'une réalité auquel les jeunes sont confrontés et connaissent. Donc, il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir vraiment ouvrir ces questions-là. Une des choses, évidemment, qui est un grand changement, c'est l'accès à la pornographie. Bon, elle a toujours existé, effectivement, la pornographie, mais il fallait les rechercher, il fallait la chercher dans le dictionnaire, etc. Vous allez maintenant sur Internet, si vous voulez arriver à un site de sexologue, il vaut mieux passer par un autre mot que sexe, parce que sinon vous allez avoir un tas de choses. Donc les enfants qui font ce genre de recherche, effectivement, n'y échappent pas. Bon, vous connaissez les chiffres peut-être, à 11 ans, 50% des enfants ont déjà vu du porno, etc. Donc c'est une réalité. La culture, ils sont dans cette culture, ils entendent les mots, ils les utilisent. Comme mon petit-fils me parle de bite, effectivement, les premières fois, pour beaucoup de gens, on se dit, oulala, qu'est-ce qui arrive? Nos enfants, où sont-ils? Excusez-moi, est-ce que je peux le dire sur la radio? Mais donc voilà, alors je me dis, bon, sans doute ça va se banaliser chez nos enfants. Donc il faudra que nous, on s'habitue un peu à ce que le langage change, tout en avertissant quand même les enfants, les petites jeunes filles, les petits jeunes gens, que c'est un mot qui appartient à certaines catégories de pratiques. On parle de la pornographie, etc., beaucoup plus qu'on ne le faisait avant. Et voilà, ça c'est des grands changements, on va dire quand même au niveau des connaissances que les jeunes ont et d'accès à la sexualité sous des formes qui se pratiquent. Donc les jeunes n'avaient pas accès à ça dans le temps. Donc, mais au-delà de, au début en tous les cas, d'être confronté à tout ça, on peut un peu, ça tiraille un peu, souvent quand les adultes se rendent compte de ce qui se passe. Mais une fois qu'on a passé un peu l'effroi que ça peut produire, finalement, quand on écoute les jeunes et quand on prend le temps de parler avec eux de qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils en pensent, eh bien, on découvre que malgré qu'ils utilisent un langage moins châtié que nous, eh bien, leur moteur personnel, l'humain ne s'est pas transformé
de façon radicale du tout. Et d'ailleurs, à propos de l'âge moyen des premiers rapports, il est beaucoup moins bas, il a beaucoup moins baissé qu'on ne le pense. Quand on demande une classe, au fond, quel est l'âge moyen du premier rapport sexuel, ils vont vous dire 15, 14 ans, voire, alors qu'on est toujours, maintenant on est à 16 ans, 8 mois, et on était à 17 ans il y a 30 ans. Donc effectivement, dans la pratique, il y a quand même des changements. On dit qu'il y a plus de jeunes qui ont des rapports sexuels plus tôt et aussi toute une frange de jeunes qui ont des rapports plus tard. Donc je pense que la question de s'y mettre à la sexualité, c'est quand même toujours une question très personnelle. Certains jeunes s'y précipitent tôt et puis on voit toujours une partie de la jeunesse qui passe pas le cap et qui va s'y mettre plus tard. Donc voilà, la moyenne du coup a peu baissé. Et pour des thématiques comme celle que David travaille au quotidien dans ses recherches, est-ce que les questions sur la transsexualité, sur l'homosexualité ont évolué alors énormément? l'autre grand changement, c'est qu'effectivement l'homosexualité est un des sujets qui est très fréquemment abordé. Et avec les jeunes, on est confronté à quelque chose d'un peu double. On sent bien que les réticences, voire la phobie d'homosexualité reste présente, tout en ayant quand même tout un travail qui est fait, je pense, culturellement, entre autres, dans certains milieux, pour l'acceptation et l'intégration d'homosexualité. Donc on se trouve parfois dans des classes où certains jeunes en parlent même de leur propre homosexualité, mais j'ai aussi vu une petite jeune fille se faire maltraiter par d'autres et dans une école, on a su que certains jeunes homosexuels se faisaient harceler dans la cour de récréation. C'est toujours violent. Alors qu'il y a dans nos animations un discours et des jeunes qui ont vraiment cette ouverture. Donc on est dans... Mais je dirais, c'est à peu près sur tous les domaines qu'on est aujourd'hui avec des clivages, des fractures. Je dirais c'est aussi une des grosses différences par rapport au début de l'Evras, donc quand je les ai faites il y a 40 ans, il y avait une espèce d'adhésion plus générale. C'était très nouveau de venir donner des informations en soi. Les jeunes se sentaient reconnus comme être sexués, comme être s'intéressant à la sexualité. Il y avait... De nos jours, on est devant des questionnements et des vécus parfois des grands écarts dans des mêmes classes. David. Et peut-être aussi pour qu'on parle dans ce sens-là, aussi de rappeler que la sexualité reste un domaine de confrontation important. C'est-à-dire, on nous dit souvent dans les médias qu'il y aurait une sorte d'unanimité, d'une part dans des changements qui seraient linéaires, qui iraient dans une seule direction et qui seraient partagés de manière homogène. C'est pas le cas, ça vient d'être bien expliqué. L'autre élément, et c'est ce que rappelait le terme Evras lui-même, c'est les conflits qui existent au niveau politique, au niveau social, avec également un réengagement important de groupes conservateurs variés, qui d'ailleurs ne travaillent pas nécessairement ensemble. Donc ce sont des différents groupes pour différentes raisons, mais qui veulent ramener un discours plus conservateur sur la sexualité. Et alors il y a la question, si on prend par exemple les jeunes dont on parlait, qui est difficile à dire. Donc on a des études qui sont parfois contradictoires au niveau journalistique souvent, donc c'est pas encore des études scientifiques parce qu'on n'a pas le recul. D'une part, on nous dit qu'il y aurait plus de fluidité. Par exemple, on a une frange des plus jeunes, notamment qui arrivent à l'université, qui se définirait plus nécessairement comme homo ou comme hétéro, mais qui essayerait, testerait avec un coût beaucoup moins important d'essayer des pratiques pour voir si elles nous plaisent ou elles ne nous plaisent pas, ou de pouvoir être quelque chose un jour et une autre chose un autre jour, mais ça ne concerne qu'une population, donc à la fois on a des populations qui ne sont pas du tout dans ce schéma-là. D'un autre côté aussi, on a d'autres études qui nous disent que la sexualité serait peut-être de moins en moins importante pour les jeunes. C'est-à-dire que l'entrée dans la sexualité ou le côté transgressif qu'a pu avoir la sexualité à une autre époque, aujourd'hui, qui veut avoir une vie sexuelle peut l'avoir plus facilement, mais en même temps, ça réduit peut-être son attrait. Et donc, on commence à avoir des témoignages ou des histoires qui nous disent plutôt l'inverse, de dire, moi, ça ne m'intéresse pas. Par exemple, cas intéressant aussi, c'est toute l'émergence de la problématique de la sexualité, qui est assez intéressante parce que de tout temps, il y a sans doute eu des gens qui n'avaient pas un grand intérêt dans la sexualité, ça c'est pas neuf. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que ces personnes se sentent obligées de le dire et de le définir.
et de définir leur peu d'intérêt pour la sexualité comme une orientation sexuelle à côté d'autres orientations sexuelles. Alors qu'avant, on se taisait. Oui, où c'était valorisé, notamment, par exemple, si on prend le catholicisme, c'était très valorisé, la chasteté, etc. Aujourd'hui, on est dans une situation où on ne peut pas dire que ça ne nous intéresse pas, où il faut d'autres mots. Donc, il y a un changement du vocabulaire et de la manière dont on en parle et ce qu'on en dit, qui est intéressant à creuser. Violaine de Clercq, vous en voyez des jeunes qui vous disent « Bon voilà, moi ça m'intéresse pas, c'est pas pour moi ». Peu. Je pense que c'est une démarche plus tardive, non? De jeunes qui s'affirment asexuels. Hein, donc, quel âge ont les jeunes que vous voyez? Alors nous, on les voit depuis l'école primaire jusqu'à la fin du secondaire, principalement. Donc dans ce qu'on appelle les animations EVRAS. Donc ça couvre toute la scolarité et tous les styles d'école, en fait. Oui. Vous dans votre travail, vous êtes d'accord également pour dire que l'EVRAS et le planning familial sont intimement et intrinsèquement liés. Ah oui, c'est clair que pour nous, ça fait partie, c'est une des missions du planning familial. C'est mis sous le label prévention. Hein. Mais nous dépassons largement l'idée d'une prévention si on considère la prévention des grossesses non désirées ou des maladies sexuellement transmissibles ou des choses comme ça. Il y a eu d'ailleurs une époque où les VRAS avaient un peu tendance à se focaliser sur ce genre de sujet. Qui reste toujours une préoccupation, bien sûr, hein, mais approcher les choses sous cet angle-là, si on veut vraiment répondre aux préoccupations et aux questions des jeunes, eh bien on fait fausse route. Ils sont vraiment au premier rang intéressés de pouvoir échanger avec des adultes de façon sérieuse sur des questions dont ils continuent à ne pas parler avec beaucoup d'adultes, même en famille, hein, on les interroge souvent sur qui parle avec qui, donc ça reste un peu là. Ça reste un peu tabou toujours en famille. Alors, dans certaines familles, c'est tout à fait tabou. C'est malaisant de parler de ça en famille, comme disaient les jeunes. En général, c'est les mères. Quand un parent parle, c'est les mères ou filles. Donc, les pauvres garçons sont en général... ah oui, vraiment, vraiment. Donc, moi, j'étais très intéressée par les animations avec les garçons. Je trouve qu'ils sont... un peu sur le carreau, alors que voilà, ils ont autant besoin, autant de droits d'ailleurs, à être informés et de questionnements, et au-delà vraiment des stéréotypes. On travaille beaucoup les stéréotypes aussi avec eux. Quand on arrive à passer les masques sociaux et autres qu'ils se donnent entre eux ou pour les parents, que sais-je, on arrive parfois à vraiment des échanges. Ça, c'est le but de nos séances. L'intérêt du métier. C'est pourquoi vous aimez le faire depuis 40 ans. Oui, et je ne sais pas si c'est le moment de dire que ça reste quand même portion congrue, même si il y a beaucoup plus de subsides. Mais quand vous imaginez que certains élèves, encore de nos jours, ont une animation une fois sur leur scolarité. C'est peu, évidemment, pour travailler en profondeur. C'était peut-être pas le moment de placer, excusez-moi. Si, il faut le dire. À l'approche des élections, dites-le. Parce que pour arriver à ce que je vous dis, abattre les masques et à vraiment être en contact avec eux, c'est pas en une animation. Non, ça c'est impossible déjà pour prendre contact. Il faut aller à deux, il faut avoir toute une façon d'aborder les choses, et prendre le temps de la chose. Ça ne s'improvise pas et voilà. Johanna, vous vouliez réagir? Mais c'est par rapport à ce qui s'est dit plus tôt et la question que tu m'avais posée, Catherine, par rapport au sens aussi des états généraux du planning familial et des VRAS que nous organisons le 5 octobre à Namur. C'est cette volonté d'organiser cet événement pour lequel et aussi été dictée par des retours qu'on a eu des écoles et des jeunes sur la persistance ou la résurgence d'animations très moralisatrices ou très normatives qui pouvaient avoir lieu dans certaines écoles. Les fameux anti-choix qui viennent les fameux anti-choix. faire du prosélytisme. Et donc on a été un petit peu gratté pour savoir ce qui se passait derrière cet EVRAS et donc et la question du sens et du droit à l'accès à une information juste et objective pour tous les jeunes et quand on avait rencontré Violaine, quand on s'était rencontrés il y a 2-3 mois pour discuter de cette tenue des états généraux, vous aviez dit que dans certaines écoles on sentait cet impact des mouvements anti-choix aussi via les parents ou via les jeunes. Qu'est-ce qu'on leur dit alors? Alors je ne sais pas, certains disent que c'est un
que voilà, c'est ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont entendu dire. Mais il y a un discours qui revient. Je dirais même qu'il s'est jamais posé comme ça sur toute ma carrière depuis quelques années, avec une certaine naïveté de pas mal de jeunes à propos de l'avortement. En particulier, voilà, que c'est tuer un bébé. Donc, alors certains sont dans ces milieux sans doute, et parce qu'on entend qu'il y a tout un discours. Mais parfois, c'est des jeunes qui ne sont même pas, on va dire, inféodés à ça. Il y a comme une idée qui court et qui circule beaucoup plus qu'avant. Et je me dis même que pour les femmes qui veulent faire des avortements, dans la culture actuelle aussi, où elles sont un peu... On voit des tas de films sur la vie in utero, sur ci, sur là. Il y a quelque chose dans l'air, on va dire. Il y a des contre-vérités, on dit évidemment. Que si on avorte une fois, on ne peut plus avoir d'enfant après, ce qui est complètement faux. Il y a encore évidemment des fausses informations qui circulent, mais je trouve que le plus pernicieux, parce que ça, on peut les déconstruire rétablir, on va dire. Oui. Tandis qu'ici, c'est cette espèce d'ambiance... Je dirais même à l'ULB. Nous avons fait des conférences sur toutes sortes de sujets. La conférence sur l'IVG, il y a une dizaine d'années, on a eu très peu de monde. Et on a eu l'impression que le sujet, alors qu'il attirait à une certaine époque, de nos jours... il produit plutôt des malaises, des choses pareilles. Donc ça, effectivement, ça nous préoccupe beaucoup. Oui. Sur les mouvements anti-choix, peut-être aussi, il y a une vraie modernisation de leur discours, notamment sur Internet. C'est-à-dire ces groupes sont extrêmement présents sur Internet. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus qu'ils rejettent le sexe, ne s'engagent pas avec la sexualité, s'y engagent avec un discours qui a l'air souvent très moderne, avec des moyens qui sont modernes, des sites Internet, on l'a vu en France, par exemple, quand on cherchait des informations sur l'avortement, on tombait sur ces groupes-là avant tout. Et donc, ça banalise des discours conservateurs chez des personnes qui, souvent étant mal informées ou peu informées, n'ont pas les balises ou les outils pour pouvoir évaluer les discours que ces personnes trouvent sur Internet, dans les médias. C'est étonnant aussi de voir, par exemple, que la Libre Belgique donne de manière très régulière des tribunes entières à ce genre d'acteurs. Encore il y a quelques jours, sans aucun garde-fou, sans aucun filtre, sans expliquer aux lecteurs qui sont ces gens qui interviennent aujourd'hui librement dans les médias. Certaines écoles aussi, je vous coupe, mais certaines écoles ouvrent leurs portes pour donner ces cours, des VRAS, à des groupes, des lobbies qui paraissent tout à fait sérieux, mais qui en fait, voilà, une fois que la porte de la classe est fermée, on peut y dire ce qu'on veut. Tout à fait, on parlait des plannings familiaux, il y a depuis toujours, il y a eu des plannings familiaux anti-avortement qui ont été maintenus, qui ont maintenu la flamme pour des jours meilleurs, et une des questions à se poser aujourd'hui, c'est si nous ne sommes pas aujourd'hui dans ces jours meilleurs, où ces groupes ont une possibilité, ils sont restés vivants, et si aujourd'hui il n'y a pas des possibilités pour ces groupes d'essayer de porter leur discours plus loin et dans plus de lieux. Sans condamner la presse ou certaines écoles qui pensent faire bien, mais qui en fait mettent cette éducation-là aux mains de groupes qui ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Donc, d'où l'importance de peut-être vous rejoindre. Alors, dites-nous, il nous reste une petite minute pour terminer cette émission. Johanna, David sera là, Violaine, vous n'êtes pas là, mais vous êtes de tout cœur. Est-ce que c'est ouvert à tout un chacun? Est-ce que je peux y aller avec mon ado à cette journée VRAS, ou du moins y aller, en retirer quelques informations? Qui peut venir écouter ces débats? Alors la journée est ouverte à tous. Alors je dirais peut-être pas un ado parce que je ne sais pas si ça l'intéressera. C'est plutôt un public adulte, mais très diversifié. Donc on a imaginé en construisant la journée pouvoir s'adresser autant à des professionnels, à des chercheurs, à des étudiants, à des travailleurs de planning, de PSE, de PMS, etc. Et donc ouvrir vraiment la discussion de la manière la plus large. Alors on a imaginé aussi un double moment qui correspond un petit peu à la démarche qu'on aime bien prôner ici au CAL du libre examen. Donc un moment de réflexion et où on se nourrit le matin avec la parole de spécialistes de la question, et puis un moment de libre expression l'après-midi grâce à l'organisation d'un forum ouvert où toute une série d'ateliers pourront être portés par les participants, et donc avec une diversité extrêmement large de thématiques qui pourront être abordées. Alors il reste encore un petit peu de place. Toutes les informations sont sur le site www.edu-sexe.laïcité sans accent.be. Toutes les infos, le programme, les inscriptions, le lieu, c'est près de Namur. Namur.
près de Namur, mais il y a une navette à partir de la gare de Namur pour ceux qui ne sont pas motorisés. Toutes les infos précises se trouvent sur le site. Allez, très bien. Ben, nous serons là. En tout cas, moi, j'y serai. Merci à vous trois d'être venus témoigner aujourd'hui sur l'Evras, Johanna de Villers, David Paternotte et Violaine de Clercq. Merci à vous trois. Merci aux chers auditeurs qui nous suivaient. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de la laïcité. Bonsoir et à très bientôt. En quête de sens. Sur la première.